Bonjour à tous. Allez-y, installez-vous. Sortez vos affaires. Bon, je pense que vous reconnaissez tous cet endroit. Nous avons passé en moyenne une quinzaine d'années à l'école. C'est dans ces salles de classe, mais aussi dans les cours de récréation, dans les cantines, que nous avons appris les bases théoriques de la vie en société. Et pourtant, en sortant du lycée, j'ai aussi été confronté à des difficultés que l'école ne m'avait jamais appris à gérer. Que ce soit à la fois chercher du travail, apprendre à m'organiser, créer un CV, une lettre de motivation, ou même comprendre comment fonctionne une entreprise, qu'elle soit privée ou publique. C'est en partant de ce constat que je me suis dit, notre système éducatif est peut-être perfectible. Il pourrait mieux nous préparer à notre vie future. Mais dans ce cas-là, comment l'améliorer? Comment apprendre d'une autre manière? Pour répondre à ces questions, j'ai décidé de partir dans une folle aventure, et vous allez m'accompagner. J'ai décidé de faire mes valises pour la Finlande. Je souhaitais découvrir une autre façon d'apprendre et surtout comprendre comment enseigne-t-on dans les autres pays. Mais alors, pourquoi la Finlande? Pays du Père Noël, réputé pour ses forêts, ses lacs, ses rennes, son équipe de foot. Pardon, son équipe de hockey sur glace. Mais surtout, la Finlande est connue pour son système éducatif, considéré comme l'un des meilleurs du monde. En effet, d'après le programme international pour le suivi des acquis des élèves, l'enquête PISA, la Finlande fait partie des pays ayant les meilleurs résultats. Et cela depuis près de 20 ans. Pour comparer avec les résultats français, prenons le dernier rapport datant de 2018. Dans ce rapport, la Finlande est 7e en compréhension de l'écrit avec un score de 520, 16e en mathématiques avec un score de 507 et 7e en sciences avec un score de 522. La France, quant à elle, est respectivement 24e, 26e et 25e. Pourtant, la France dispose d'un système éducatif plus intensif, notamment en primaire, où les élèves passent près de 864 heures en moyenne dans les salles de classe, contre 651 heures en Finlande. Mais au-delà des chiffres, le système finnois est réputé pour son système très égalitaire et basé sur l'humain avant tout. Mon objectif est de comprendre comment fonctionne le système éducatif finnois, de le comparer avec notre propre système éducatif et de découvrir quelle est la meilleure façon d'apprendre. C'est donc parti pour Inari, en Laponie finlandaise. Ayant un budget très serré pour mon voyage, il me fallait trouver un moyen de me loger et me nourrir à moindre coût. J'ai donc choisi de travailler dans une ferme de Yuski. L'idée était de travailler pour eux en échange de logement, de nourriture, mais aussi du temps libre pour effectuer mes recherches et de me faire des contacts. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Je suis arrivé il y a une semaine pour travailler avec les chiens, etc. Je ne savais pas qu'il n'y avait vraiment pas d'électricité. L'eau courante, je savais qu'il n'y avait pas d'eau courante. Mais ils avaient dit qu'ils avaient des saunas, etc. pour se laver et tout ça. Donc, je pensais que c'était qu'il y avait un minimum de douche. Mais bon, je suis arrivé ici, au fin fond de la Laponie, à côté d'Inari. Et ils m'ont foutu tout seul dans une petite ferme, avec un petit endroit où on se chauffe au feu de bois. Donc c'est un truc totalement différent. Ils avaient dit que j'allais avoir 2 jours de congé par semaine. Là, j'en ai qu'un. Il y avait une personne avec moi. Enfin, une personne que j'ai rencontrée ici, une Anglaise, qui était censée faire 9 mois. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas faire 9 mois. Et ils l'ont dégagée juste comme ça. Ils lui ont dit, ok, tu pars demain. Ça faisait 2 semaines qu'elle bossait pour eux. Elle leur a juste dit qu'elle ne pouvait pas faire les 9 mois. Ils l'ont mis dans un train pour partir le lendemain matin. Alors qu'elle avait une valise cassée, qu'elle avait nulle part où aller. On n'a pas d'électricité pour se poser ni rien, donc il faut vraiment tout faire pour essayer d'être tranquille. Si on veut avoir de l'électricité et charger nos téléphones, on doit se taper 16 km pour aller jusqu'au au lieu le plus proche, jusqu'au café le plus proche. Et en plus de ça, maintenant, j'ai même plus trop confiance aux gens ici, donc... Enfin, bref, il y a tout un tas de trucs qui marchent pas, qui fonctionnent pas, et j'ai un mauvais feeling. Je sais pas, surtout après ce qu'ils ont fait à l'anglaise, qui était ma pote. Donc ouais, ça donne un coup au moral. Et le fait d'être tout seul comme ça, et de plus trop avoir confiance aux gens, et Ouais, je peux pas. Après, je me suis fait un pote
en Laponie aussi à Ivalo, donc peut-être que je peux négocier avec lui pour rester le mois de septembre là-bas, comme ça je reste un mois en Laponie. Mais au moins ce sera plus tranquille et plus facile. Parce que je dois quand même faire mon film sur l'éducation, donc je peux pas. J'ai donc été contraint de prendre mes valises et de quitter la ferme sans savoir où je pouvais aller. Heureusement, j'ai fait la rencontre de Tuomas, un Finlandais qui m'a proposé de m'héberger, et Vivi, une amie à lui. J'ai donc passé le reste de mon voyage en leur compagnie. Voilà, normalement vous avez un résumé de cette semaine assez dingue. Donc suite à cela, j'ai pu rester dans la maison de Tuomas. Et si ce documentaire sort, c'est en grande partie grâce à lui. Donc Tuomas, kiitos paljon. Avec lui, j'ai appris tellement de choses, notamment sur la culture finnoise, mais aussi sur la vie en Laponie. Il m'a appris à pêcher au filet, à me repérer en forêt, chercher des baies et j'en passe. Mais surtout, Tuomas connaissait pas mal de professeurs en Finlande et il m'a permis de prendre contact avec eux et de visiter le lycée d'Ivalo. Là-bas, j'ai pu assister à quelques cours et discuter avec des élèves et certains professeurs comme Johanna et Ulla. En échangeant avec eux, j'ai pu mieux comprendre le système éducatif finlandais. Tout d'abord, il faut savoir que le système finnois est très différent d'une autre. Et cela commence par sa structure. Le système finnois est organisé selon la structure unique. C'est-à-dire que l'enseignement élémentaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire sont généraux et se font sans interruption au sein d'une institution unique. Le système français, quant à lui, est organisé selon le tronc commun. Comme le système de structure unique, l'enseignement est général, mais il se fait dans deux institutions distinctes. L'école élémentaire d'abord, puis le collège. Mais pour avoir une vue d'ensemble, voici le parcours d'apprentissage général d'un étudiant durant toute sa scolarité. En Finlande, l'élève peut commencer l'école dès 3 ans, mais elle est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Il commence alors l'éducation préscolaire au sein de l'Esiopetus. Il y restera 1 an afin d'apprendre les bases de la lecture, de l'écriture, du calcul, et il entamera ensuite les études du cycle 1 et 2 dans la même institution, le Peruskoulun, qui est l'équivalent de l'école primaire, et ce jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est à cet âge-là que l'élève peut choisir entre aller au lycée professionnel, Ammattikoulus, ou général, Lukiokoulutus. À 18 ans, il sera libre d'arrêter ou de continuer ses études, car l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et c'est 1 an plus tard qu'il finit ses études au lycée et qu'il peut choisir entre entamer des études supérieures ou entrer dans le marché du travail. En France, c'est un peu différent. Depuis 2019, l'apprentissage obligatoire commence non pas à 6 ans, mais à 3 ans dès la maternelle. On y reste de 3 à 6 ans, puis on entame le cycle 1 à l'école élémentaire, aussi appelée école primaire. L'élève y reste jusqu'à l'âge de 11 ans, puis commence le cycle 2 de son apprentissage au collège. Il y restera 4 ans, puis passera le brevet des collèges afin de valider les connaissances acquises lors des 2 premiers cycles d'apprentissage. À partir de là, il choisira entre effectuer des études générales ou professionnelles avec le lycée pro et le CAP. Puis, 1 an plus tard, à l'âge de 16 ans, l'élève terminera sa première année de lycée et sa dernière année d'apprentissage obligatoire. Il lui restera alors 2 ans avant de terminer le lycée et de passer le fameux baccalauréat. Ensuite, il pourra choisir entre effectuer des études supérieures ou entrer dans le monde professionnel. La politique d'apprentissage est elle aussi différente. En France, la politique d'apprentissage se construit autour du fameux socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce socle commun va être acquis tout au long de la scolarité obligatoire, une scolarité qui sera divisée en différents cycles d'apprentissage, permettant de mieux assimiler ce socle commun. Ainsi, tous les enseignements de chaque cycle d'apprentissage rentrent dans les 5 domaines du socle commun, qui sont les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, et les représentations du monde et de l'activité humaine. De ce fait, les programmes d'histoire, de mathématiques ou même de PS doivent aborder ces 5 domaines dans leurs enseignements. Voici comment s'organisent les différents cycles d'apprentissage. Il y a d'abord le cycle 1, dit cycle des apprentissages premiers, regroupant les classes de petites, moyennes et de grandes sections de maternelle. Il a pour but d'aider chaque enfant à devenir autonome et à s'approprier des connaissances et des compétences. L'enfant de maternelle devient progressivement un écolier. Ensuite vient le cycle 2, dit cycle des apprentissages fondamentaux, qui est enseigné de la classe préparatoire, le CP, jusqu'à la 2e année de cours élémentaire, le CE2. Comme son nom l'indique, il se concentre sur les savoirs fondamentaux, comme lire, écrire, compter ou respecter autrui. La langue française est l'objet d'apprentissage central de ce cycle,
car les élèves vont commencer à réaliser des activités scolaires via l'apprentissage du français. La langue est vue comme un outil au service de tous les apprentissages. Le cycle 3 vient ensuite, de la première année de cours moyen, le CM1, jusqu'à la 6e, qui est la première année de collège. Il est appelé cycle de consolidation et a la double responsabilité de consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux du cycle 2, mais aussi de permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. Cela en assurant une continuité et une progressivité entre les 3 années du cycle. Arrive enfin le cycle 4, dit cycle des approfondissements, regroupant les classes de 5e, 4e et de 3e, soit les 3 dernières années du collège. Et ici, l'élève œuvre au développement de ses compétences par la confrontation à des tâches plus complexes, où il s'agit de réfléchir davantage aux ressources qu'il va mobiliser, comme la résolution de problèmes de maths avec une inconnue par exemple. Et c'est à la fin du cycle 4 que les élèves passent le brevet des collèges, afin de vérifier s'ils maîtrisent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il existe d'autres cycles d'apprentissage après le collège, comme le cycle de détermination et le cycle terminal, mais ceux-ci sont spécifiques à la seconde, la première et la terminale générale et technologique, et ne sont pas appliqués aux filières professionnelles. En Finlande, c'est un peu différent. L'ensemble de la scolarité obligatoire ne se divise pas en cycles d'apprentissage, mais en niveaux, allant du niveau 1 au niveau 9. Durant les 3 premiers niveaux, le thème d'apprentissage est « moi et la maison ». Les élèves apprennent à être un étudiant et à avoir les connaissances fondamentales. Ils se posent la question « quoi ?» et l'apprentissage est très théorique. Les niveaux 3, 4, 5 et 6 sont plus basés sur la pratique et l'exercice des connaissances. Le thème d'apprentissage est « moi dans la maison » et les élèves se posent la question « comment ?» Ils apprennent à évoluer et à s'améliorer en tant qu'étudiants. Le thème d'apprentissage des 3 derniers niveaux est « nous dans la société ». Les élèves apprennent à appliquer tout ce qu'ils ont appris et à évoluer en tant que membres de la société. Ils n'apprennent plus à réfléchir en tant qu'individu mais en tant que groupe, et ils se posent la question « pourquoi ?» Ainsi, les élèves développent leur responsabilité, leur indépendance ainsi que leur créativité au fil des années. On remarque qu'en France, on cherche à inculquer à l'élève un lot de connaissances théoriques considérées comme nécessaires à son développement, en tant qu'individu mais aussi en tant que membre de la société, tandis qu'en Finlande, la politique d'apprentissage est plutôt basée sur la compréhension de soi en tant qu'individu, mais aussi la compréhension de son environnement, et notamment l'environnement de la maison. Et cela se traduit directement sur leurs cours. Bien qu'ils aient des cours assez similaires aux nôtres, notamment les mathématiques, les sciences, certains cours sont très différents. Et c'est notamment le cas du cours de Home Economics, qu'on peut traduire par économie de la maison, et durant lesquels ils apprennent à cuisiner, à nettoyer, à s'occuper de la maison de manière générale, mais aussi à trier les déchets et à gérer les factures. Pour en apprendre plus sur ces cours bien différents, je me suis rendu à Helsinki, la capitale. Thomas et Vivi devaient s'y rendre pour voir leur famille, nous avons donc fait le trajet ensemble. L'occasion de faire un arrêt à la ferme du frère de Thomas, où j'ai pu entre autres traire une vache, mais aussi et surtout planifier mes interviews dans la capitale. J'ai commencé dans le lycée d'Ertuniemi, où j'ai pu rencontrer Retta Wehrman, professeure de Home Economics. Donc on est aujourd'hui dans le lycée de Herttoniemi à Helsinki. Je me trouve actuellement dans la salle de Home Economics, qu'on peut traduire par les cours de tâches ménagères. Maybe you can explain what is your job? Yeah, so I'm home economics teacher. And we learn, you see, we have a little kitchen here, and we really very much things here in kitchen. So we cooking and baking, it's of course a big part, our teacher, but there is also other subject. And we have like laundry. I have here the place. Yeah. Okay, and maybe I'm not you. The laundry things, and then cleaning. We clean here, and of course student clean also at home. So I give the little things they have to clean a fridge or something like that at home, and then they take pictures for me and show that they have done that things also. Then we have economics and consuming, so we're income and outcome and budgeting and that kind of things. Also very big part is sustainable development, so recycle and also food loss. There is also cooperation, so it's very big part that how you're working with other people. Okay. And that is, we have a little kitchen and you have to make together, and we change that group every course. They have that 3 course
and every time they change the little groups. So yeah, so that's not only home things like cooking and make laundry and cleaning. That's also economics. How to use the economics in your own life, in your home life. Yeah, that's it. That is Okay. And also your like if you buy something and it's not working, what you can done then? You can go to the shopping bag and that's what is your rights, also consumer rights. What are the objectives of this type of teaching, this type of courses? When you grow up and you move out your parents, you can make everything yourself. Because of course it's very important that you can read and math, you need of that also cooking, but it's very important that you can make your own food and own laundry and you know how to clean, and then if you have to buy computer, so it's quite big and expensive, so you know what if that's not working, what you can done. So it's everyday life. That is a reason. Everyday life. Okay, so what is the program of this type of course? Economics things, you have to learn how to cook. How did you do that during the year? We have a seventh grade. We have 3 courses. So first course we learn basic things in kitchen and cleaning. And the second we discuss what is good food and protein and that kind of things, what you need, vitamins and what you need, what you don't have to eat. That is big part of next course. And the last one, there is laundry things, and then there is this economy and consuming things. It's at the last part. And then in high school, you can also, if you want to take whole high school, that 3 years part, you can take max 2 home economy. I saw a video about the second-hand clothes. It is important to inform about this type of thing, this recycle thing. Yeah, because sustainable development is a big part what we done, and it's come every day here. We have recycle here, of course, but also that kids learn that where they go when they put the bananas to there, then what happens after that, and I think that is very important if we think whole world. So the recycle and that kind of thing is very big part, and it's coming also more important, I think, in next years. Okay, so how do you proceed? I see that you have a book, a manual for cooking, and not only cooking. There is also the basics of cleaning. Yeah. So how did the courses go on during the classroom? First is theoretical things, and we watch some videos or read a book, or I also show very much that just that you have to take this and you have to done this. So that come first, and then they self try to do that. And most of students like this very much because they can eat what they have. Then when they are done something, you get a very good price for that because you can eat them. Yeah. And I can eat also what they done just before. It was pretty good. Yeah. Yeah, that was great. Lors de mon séjour à Helsinki, j'ai pu assister aux cours de français de Miss Virkola et même y participer. Le verbe devoir, je dois. Je dois. Tu dois. Là aussi, le cours priorise la pratique et le concret. Les cours commencent toujours par une actualité du pays, ici c'était le match contre le Kazakhstan, puis des exercices de grammaire, et ils terminent avec des quiz grâce à l'application Kahoot. Une application que moi aussi j'ai pu utiliser lors de mes cours à l'université. Mais une chose qui m'a vraiment bluffé, c'est le fait qu'ils aient une partie de leur programme dédiée au parcours professionnel, avec des explications sur les différents jobs, ou même comment construire un CV en français. So you really learn how to do a CV in French. Yes, they made it. Yes. And you learn that at the high school. Yes, when they are 17 when they do that. So okay. So not when they are younger.
Ouais. And yes, about the authentic material, I still want to, like yesterday, this, I mean, this is really something that is real, you know the place, and it's happening right now, so I always try to find something. Some news from the world. Yes, from the real life, so this is happening today. They are in Helsinki, sleeping just 5 kilometers from that's here. true. Et ouais, coup de bol, les Bleus étaient venus me faire un coucou à Helsinki. Et en bon supporter que je suis, j'étais obligé de venir pour donner de la voix. J'ai peut-être un peu trop forcé. J'ai plus de voix. Direction donc Vantaa pour interviewer Petra sur le cours de conseil d'études. Un cours que nous n'avons pas en France et qui, là encore, se distingue par sa praticité. I want to interview you because your courses, the counseling courses, we don't have that in France. We only have it in university. For example, I start to have that in university. So I wanted to know what are you teaching? What is the program of your courses? So for guidance counseling, we've got it basically in 6th, 7th, 8th, and 9th grade. In 6th grade, we start with kind of why do we learn? Why do we learn subjects? Why do we do this and that? In 7th grade in our school, they actually don't have guidance counseling. It depends on the school how it's been split up and the city. And then in 8th grade, we start talking about emotional development. So what are my strengths and what am I good at? What do I need to develop personally? Okay. So that's what our other OPPO does. And then what I do is the more practical side. So we started off the year by taking a look at all the kids' grades. So what are their grades, right? Or what were their grades at the end of 7th grade? And then what we started doing is looking into what would their dream goals at the end of 9th grade be? Because their grades will determine what high school or vocational high school, so what lukio they can get into. So then we need to already start working on those, because you can't, jump from a 6 to a 9 at the end of 9th grade, and that's what a lot of them tend to kind of do. They don't start thinking about it until it's already too late. So that's what we try to avoid, because some of them don't even know what kind of high school they want to go into, because we've got vocational and then we've got the more academic. So then I had them do a research piece on, first we did a personality test, and then we found what kind of jobs would suit that personality. And then they got to choose one that they're interested in, possibly, and did research on how much it pays, what you need to study, how long you need to study for, what's the reality of that job, and what's the future prospects of the job. Because that's obviously super important, because they won't start working life till 10 years from now, some of them. Yeah, so do you open their mind about all of that, all what is possible after the school? Okay. And then we kind of, so that's the last big thing they did, is like a little research project that they did either alone or in groups if somebody else was interested in the same thing. They presented it to each other. We talked about it a little, and then now we've moved on into kind of back into study skills. So we've been setting different goals. I was doing in class, I was trying to pinpoint if somebody says, during one of the lessons I had somebody set a goal that they want to focus more in class. Okay, well, what are you doing right now to not focus? And they're like, well, I keep fidgeting. I'm like, okay, because I have that issue. Like, I keep fidgeting or I keep zoning out. And then I'm like, well, can you help zoning out? It's like, no. Well, then you can't have a goal that you can't achieve, right? For example, if you have issues with concentration, you can't force yourself to concentrate. You can do techniques to help you concentrate or to make up for the fact that you're not concentrating. So then a tip I usually give is, if you know you're going to zone out, you can go tell the teacher ahead of time. You say, hey, I'm sorry, I'm very tired today. I feel like, and I have issues with zoning out when I'm tired. I'm not doing it on purpose, but I hope that you don't mind if I ask you a couple of questions or if I ask you to repeat instructions. And honestly, teachers or humans do. We understand it. So when you understand that so I kind of guide them into communicating, and then also into getting to the root of the issue instead of whipping themselves for a symptom. So instead of going, if they say that I can't focus in class, I'm like, why is that? Because I don't sleep. Okay, well, let's fix the sleep and not the focus then, because it's not you, it's your sleep. So then we kind of go, so we're setting goals, and then the next thing we're going to do is actually update some, like write CVs, which some of them haven't ever done before. So a lot of kind of very practical, how do I study, how do I work? Okay. So you say, like, let's start from the 6th level to the 9th. What age they have at this time? So 6th graders are 12-ish, 12, 13. Yes, and then 9th graders are 15, 16. Okay.
Okay. Yes. So the end of the comprehensive school. Yeah. Okay. What is the objectives of all of that? The objective of guidance counseling in general is to get kids, thinking of learning study skills, so thinking about how they study, what they're going to study, and I think the objective changes a bit year to year. So 6th grade it's more, why do we study? 8th grade is kind of maybe how do I study? And then 9th grade I think is very much focusing on, okay, what will I study next? So it's kind of planning your future. Yeah. And then because guidance counseling does go on in Lukio, so in high school, and even in university, we don't have courses in it anymore, but guidance counselors are available. So it's kind of a support process that goes on throughout your entire school life. Okay, because when I saw you teaching in this class, I see that you are a lot of speaking about your personality, what do you like. Here in the hallway or go to the library and finish your homework before you go home. That way when you actually get home, that's a very psychological trick for me as well, where I know that home is my relaxation space. So that way you can actually leave all your books at school as well, where you don't actually have to take anything home with you and you can just fully relax at home. It's maybe like also how to know myself, the counseling courses. Yeah. Is it one of your objectives? I think that's definitely something that I think we're doing even more on the emotional side. So our other guidance counselor tends to do more of that, but of course I include it in there as well. And I think it's, definitely, because for me there's no one correct way of studying, of doing. You speak about also the CV and how to find a job, and for example the job summer and the summer job, and all of that. So you are teaching them also how to make a CV, a motivation letter? Yeah. And when did they start to learn that? Hopefully next week. Next week, okay. Yeah. Okay. So with them, we're going to start from talking about hard and soft skills, because a lot of them tend to just kind of think in terms of, what am I good at? Well, math. I've got a good math grade. But I'm like, but there's so much more. And then they don't maybe think that, okay, you might not have work experience, but you might have actually helped your mother coach, your sister's football team over a weekend. That's already something. It's not paid work, but it's something you did and something that gave you work experience. So that's already good. That's already, put that in, play with your strengths. Take every experience you can have. En France, ces sujets sont souvent abordés par la conseillère d'orientation, le professeur principal ou lors d'événements organisés par l'établissement. Mais ce ne sont pas des cours fondamentaux et obligatoires comme en Finlande. Pourtant, je pense que les thèmes tels que la connaissance de soi et la construction de son parcours de formation sont, eux, fondamentaux pour un élève, car ils auront un réel impact sur son avenir. Bon, nous avons maintenant un aperçu du déroulement des cours et de l'organisation du système finnois. Mais je voulais aussi avoir le point de vue des élèves sur justement ces différences entre nos deux systèmes. Il faut croire que ma bonne étoile n'a jamais cessé de briller, puisque pendant le cours de français de Miss Virkola, j'ai eu la chance d'assister à l'exposé d'Aino, une jeune Finlandaise qui a vécu 2 ans en France. Son exposé portait sur son expérience dans un collège français et des différences avec la Finlande. L'occasion était trop belle, j'ai donc demandé à Aino et sa maman si je pouvais les interviewer. Bonjour. Bonjour. D'abord, quel âge avez-vous? J'ai 13 ans. J'ai 11 ans. D'accord. Et du coup, toi tu t'appelles Aino, et du coup, toi t'es ta petite sœur? Ida. Ida, ok. Et d'après ce que j'ai compris, Ida et Aino, vous avez été en école en France. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous êtes partis en France? On était à Lyon parce que notre maman travaillait à Lyon. D'accord. Donc vous êtes partis avec votre maman et votre papa? Oui. Ok. Et vous êtes restés combien de temps? 2 fois, 2017 et 2020. D'accord, donc 2 ans. Ok. Et du coup, vous êtes allés en quelle classe? 6e. Et la première fois en CM2. Ok. Et du coup? Moi, première fois CE1 et deuxième fois CM1. Ok, ok, ok. Et c'est quoi les différences qui vous ont marqué? Les cours sont plus longs en France. D'accord. Et en France, il n'y a pas de cours de cuisine. C'est ce que vous appelez home economics ici? D'accord. C'est des cours que vous aimez en général? Ouais. Et
est-ce que tu as remarqué une des différences dans le déroulé des cours, c'est-à-dire les professeurs? Est-ce que tu trouves que les professeurs sont un peu différents quand ils parlent avec toi par rapport à la France et la Finlande? Les élèves, est-ce que tu penses que les élèves sont un peu différents? Les professeurs sont un peu plus énervés en France. Énervés? Oui. Et il n'y a pas de différence entre les élèves en France et... D'accord, vous n'avez pas remarqué de grande différence. Tu dis énervé, c'est-à-dire peut-être autoritaire, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu as aimé être à l'école en France? Oui. Ouais. Oui. Vous deux, vous avez beaucoup aimé? Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose en France qui t'a un peu dérangé, qui t'a un peu gêné? J'ai plus aimé les cours de EPS. T'as aimé les cours de PS? Oui. D'accord. Ok. J'aime les copains. T'aimes les copains? Quelle est selon toi, selon vous, la meilleure façon d'apprendre? Qu'est-ce qui, vous pensez, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous d'apprendre et comment vous aimez apprendre des leçons et apprendre des choses en général? En écoutant et en prenant des notes. D'accord. Et toi aussi, pareil? Oui. D'accord. Donc vraiment en notant et c'est comme ça que ça rentre mieux dans votre tête. Oui. Ok. Bon, bonjour Johanna. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, de me permettre de pouvoir vous interviewer, c'est vraiment une chance. C'est un plaisir. Ouais, moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà pourquoi être venu en France et pourquoi avoir scolarisé vos filles là-bas. Oui. Je suis venue en France car j'ai travaillé comme chercheur invité à l'École normale supérieure de Lyon. D'accord. 2 fois, en 2017 et 2020. Et toute la famille est venue avec moi. D'accord, vous avez ramené tout le monde. Oui, y compris mon mari et donc mes 2 filles. Et en 2017, on est resté 4 mois. En 2020, on devait rester 3 mois, mais à cause du Covid, on a dû revenir 2 semaines plus tôt que prévu. Hein, ouais. Mais je voulais absolument que mes filles aillent à l'école en France. Je voulais qu'elles aient une expérience comment est l'école dans un autre pays et dans une autre culture. Il y a certainement des différences, mais les différences ne veulent pas dire qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Et je voulais apprendre ça aussi à mes filles, qu'il y a les différentes façons de faire les choses. Et je voulais absolument qu'elles apprennent la langue, le français, et qu'elles trouvent des amis français. En France. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages quand les filles ont été scolarisées en France. Je voulais vous demander aussi, en tant que parent d'élèves, quelles sont les différences que vous avez remarquées entre le système éducatif français et le système éducatif finlandais? Oui, il y a beaucoup. Les enseignants français parlaient énormément devant la classe. Tandis qu'en Finlande, c'est plutôt les élèves qui travaillent. Ouais. Et le prof parle moins devant la classe. C'est un style différent. Et je pense aussi que la relation avec les profs est beaucoup plus distante en France qu'en Finlande. Il y avait Madame Chomard, Madame Chazé, Monsieur Fay. Aucune idée quel était leur prénom. Une exception était justement la prof de UPE2A à l'école primaire. Elle s'appelait Marie-Lucie et les enfants avaient le droit de l'appeler par son prénom. Par son prénom. Oui, comme en Finlande. Donc chez nous, les enfants utilisent les prénoms des enseignants. Okay. Donc il y a plus ce rapport de proximité entre l'enseignant et les élèves. Oui, certainement. Plus ce rapport de confiance. Certainement. Oui, et les journées d'école sont beaucoup plus longues en France qu'en Finlande. Et c'était un défi pour les filles à l'école primaire. Donc l'école commence à 8h30, finit à 4h30. Et en Finlande, à l'école primaire, les journées se terminent vers 1h ou 2h. Et la pause de déjeuner était beaucoup plus longue en France aussi. Donc, j'ai compris grâce à vos filles que vous êtes professeur à l'université. Oui. Donc, quel est votre avis sur justement cette manière d'apprendre, la meilleure façon d'apprendre? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est vrai que je travaille actuellement comme maîtresse de conférence à l'université de Helsinki. Donc, j'enseigne le français et je fais de la recherche. Moi, je souligne personnellement l'interaction et la collaboration dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Et mes étudiants collaborent beaucoup, ils font des projets ensemble. Et alors, mon approche est celui du socio-constructivisme.
plutôt. Et moi, comme je suis linguiste, j'enseigne une langue. Je voudrais que les étudiants osent utiliser la langue et interagir avec les francophones. Et je voudrais également remettre en question l'idéal du locuteur natif. On ne deviendra jamais un natif, mais peu importe si on fait des fautes quand on parle, ça c'est pas important. Donc à mon avis, il faut bien profiter de toutes les langues qu'on a apprises et interagir avec les autres, et c'est très enrichissant. D'accord, donc finalement l'apprentissage par la curiosité et la pratique. Oui, ça aussi, et en collaboration avec les autres. On n'est pas tout seul dans la vie, donc on doit oser aussi un peu et faire des trucs ensemble, je trouve. Ok. Et du coup, pour rebondir justement à cette question des langues, en France, on est assez connu dans le monde pour être assez mauvais dans l'utilisation des langues, de par notre accent et même les fautes de grammaire et d'orthographe qu'on fait la plupart du temps. Et qu'est-ce que vous pensez du coup? Peut-être que c'est notre manière d'apprendre les langues en France qui est peut-être obsolète, pas assez développée. Qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage des langues en France, vous qui avez pu le découvrir? Je pense qu'il y a une grande incertitude. Apprendre une langue, c'est pas uniquement la grammaire, etc. On pourrait apprendre, surtout les petits, et pourquoi pas les adultes aussi, en chantant, en jouant, des trucs, donc pas forcément d'une manière dure. On écrit et on apprend en apprenant des règles de la grammaire. Donc je pense qu'on devrait aussi changer notre idée, comment justement apprendre. Et ça peut être, ça doit pas être pénible, ça peut être plus facile qu'on ne le pense. Et pourquoi pas aussi... Par exemple, mes deux filles jouent au foot, et quand on était à Lyon, elles s'intéressent beaucoup à l'Olympique Lyonnais. Et justement, c'est leur équipe féminine, c'est la meilleure du monde, probablement. Et donc, elles peuvent écouter les vidéos. Par exemple, ma fille aînée adore Eugénie Le Sommer, donc ces vidéos, quand elle parle en français, si on trouve des intérêts aussi à travers une culture... Ça aide aussi. Développer la curiosité par la motivation. Oui, c'est ok. Si tu regardes une film d'une joueuse que tu aimes, tu ne penses pas que tu es en train d'apprendre une langue, mais tu t'amuses bien avec la vidéo. Et justement, être curieux, être ouvert au monde. Et jouer aussi avec les langues. Et utiliser, même si on a des connaissances, petites connaissances, on peut peut-être dire quelques mots. Merci en tout cas de m'avoir accueilli ici, d'avoir pu répondre à mes questions, c'était très intéressant. Voilà, mon voyage en Finlande arrive à son terme. Bon, c'est la bonne occasion pour faire un topo sur ce que nous avons appris, sur les différences entre l'éducation en France et en Finlande. D'abord, le système est organisé différemment. Les élèves finnois effectuent la majeure partie de leur scolarité obligatoire au sein d'une seule et même institution. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont aussi bien suivis et accompagnés par le corps enseignant. Ensuite, il y a le rapport au professeur qui est différent. Nous avons vu que le rapport professeur-élève était beaucoup plus distant en France et que le statut d'enseignant était beaucoup moins valorisé au sein de notre société. Et enfin, il y a les cours en Finlande qui sont très pratiques, très concrets, comme le cours de Home Economics qui prépare l'élève à se débrouiller seul à la maison. Il y a aussi le cours de Counseling Courses qui aide l'élève à se connaître soi-même et qui le prépare au monde du travail. Alors voilà ce qui rend le système finnois différent du nôtre, mais peut-on pour autant dire que c'est ce qui le rend plus performant? Eh bien non. Comme l'avait souligné Johanna, des différences n'impliquent pas forcément une meilleure façon de faire. Il y a beaucoup d'autres critères qui influent sur la performance d'un système éducatif, comme le contexte démographique par exemple. Il faut savoir qu'en Finlande, c'est 5 millions d'habitants. C'est 550 000 élèves environ, soit près de 22 fois moins que la France. On peut également parler des inégalités sociales qui sont beaucoup moins présentes, et ce pour énormément de raisons, à la fois géopolitiques et culturelles, et surtout beaucoup trop complexes pour être expliquées et analysées dans cette vidéo. Mais alors, comment améliorer notre système? Comment améliorer notre manière d'apprendre et comment s'inspirer de leur système qui malgré tout fonctionne? Eh bien pour répondre à cette question, retour en France où j'ai rencontré Sylvie Pomianek, professeure d'anglais au collège Romain Rolland et autrice de la chaîne YouTube Le plus beau métier du monde. Bon allez, en route vers le collège Romain Rolland à Bagneux. Là on va pouvoir interviewer Sylvie Pomianek qui est une professeure d'anglais en zone d'éducation prioritaire et qui comme moi est partie en Finlande et dans d'autres pays pour s'inspirer de leur système éducatif.
et répercuter tout ça sur ses cours. Et donc elle essaie d'enseigner différemment. Donc on va lui poser des questions sur tout ça, sur la manière dont elle apprend et la manière dont elle enseigne. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Alors bonjour Sylvie, donc, vous êtes professeur d'anglais en zone d'éducation prioritaire à Bagneux. Et votre particularité, c'est que, un peu comme moi, vous êtes parti en Finlande et vous êtes allé voir les élèves finlandais et essayer de comprendre un peu ce système éducatif et voir les différences entre le leur et le nôtre en France. Et la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est comment vous êtes venu cette idée et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre de voyage? Alors tout a commencé en 2015 lorsque j'ai vu le film Demain de Cyril Dion. C'est un collègue avec qui je devais faire une EPI qui m'a suggéré de regarder ce film. Oui, avec Mélanie Laurent. Avec Mélanie Laurent, réalisé par Cyril Dion. Et ça a été un véritable déclic. Et à la suite de ce film, je me suis beaucoup informée. J'ai une période où j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai beaucoup lu. Et j'ai changé beaucoup d'habitudes dans mon quotidien. Et chemin faisant, j'ai découvert qu'il y avait des enseignants qui faisaient les choses différemment, notamment des enseignants dans les écoles alternatives qui envisagent davantage les enfants comme de futurs citoyens. Ouais. Et comme disait Pierre Rabhi, il est bien de se demander quelle planète on va laisser à nos enfants, mais aussi on pourrait se poser la question de quels enfants va-t-on laisser à notre planète. Ouais. Ensuite, je me suis aussi intéressée à la Finlande parce que c'est un pays qui a la réputation d'avoir un des meilleurs systèmes éducatifs. Ouais, ça fait pas mal de temps en plus avec les enquêtes PISA. Avec les enquêtes PISA dans le monde. J'aime beaucoup voyager et donc l'idée c'était de concilier le plaisir et les voyages. Et donc je suis partie 10 jours à la fin de l'été 2018 où j'ai pu voir différentes écoles. Je suis allée dans 3 écoles différentes pour me rendre compte en fait de la réalité du terrain. D'accord. Et du coup, en termes de différences d'apprentissage, quelles ont été les différences qui vous ont le plus marqué? Alors d'un point de vue pédagogique, j'ai rien vu de novateur. Je pense qu'en France, les écoles que j'ai visitées en France sont beaucoup plus novatrices d'un point de vue des différentes pédagogies. Ce qui m'a frappé, c'est l'ancrage des enseignements dans le concret. En Finlande, il y a beaucoup de cours de cuisine, de menuiserie. Les élèves partent par exemple d'un projet, construire des étagères, et puis dans ce projet, ils vont utiliser des maths, ils vont utiliser différentes compétences que nous, on utilise peut-être trop de manière théorique, et l'enseignement est beaucoup plus ancré dans la pratique. Ouais. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui m'a frappée, c'est le relationnel entre les élèves et les enseignants. Il y a vraiment une relation de confiance. En Finlande, quand un professeur demande d'ouvrir les cahiers ou les livres à telle page, ils n'ont pas à le répéter plusieurs fois. On sent vraiment qu'il y a une adhésion. Et ça, en lisant, en questionnant les gens, je me suis rendu compte que c'était plus pour des raisons historiques. Et aussi le relationnel entre les élèves. Les élèves sont beaucoup plus... ils coopèrent beaucoup plus facilement, il y a moins de jugements, de mini-conflits comme nous, on peut avoir chez nous. Et juste pour rebondir, ils passent beaucoup de temps aussi pour apprendre à développer leur créativité, à savoir, comme vous le dites, qui ils sont. Et ça fait partie intégrante en fait des programmes. Ils ont des cours d'empathie, de vivre ensemble, d'épanouissement personnel. On cherche moins la performance, je dirais, mais plus l'épanouissement de l'être avec ses particularités, ses singularités. Et je pense qu'en Finlande, le but de l'enseignement, c'est davantage de laisser fleurir en fait chaque individu comme il est, sans être dans une norme où il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en français. La musique, les arts ont beaucoup plus d'importance aussi. Ouais, c'est un peu plus sur la politique d'apprentissage qui vont être différents. Et du coup, selon vous, quels seraient les points à améliorer ou à développer dans notre système? Vous avez parlé justement du côté pratique. Oui, alors moi dans mon école idéale, il y aurait des cours de cuisine, des cours de couture, des cours de menuiserie. Alors aujourd'hui, c'est pas possible, mais peut-être que dans quelques générations, ce sera le cas. Je pense que c'est d'abord, l'idée c'est de prendre peut-être plus en compte la notion de citoyenneté.
qu'on commence à intégrer dans, par exemple, le socle commun. Il y a des compétences sur... c'est une des... Voilà. Et de voir comment peut-être on peut davantage l'intégrer dans nos apprentissages au quotidien, le vivre ensemble. Et pour ça, je pense qu'il faut davantage nous laisser du temps, des moyens aussi, peut-être pratiques, pour développer des projets, pour explorer en fait ces zones d'apprentissage et se détacher peut-être de la théorie. Et je pense que pour les élèves aussi, ce qu'ils demandent, c'est de donner du sens. On avance beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficace quand ils comprennent que ce qu'ils apprennent, ça a un impact direct dans leur réalité. Les programmes, alors en langue, on n'a pas un programme défini. Donc c'est pour ça qu'on a plus... Moi, j'ai mis vraiment des choses en place parce que j'avais plus de latitude pour ça. Mais en histoire-géographie, en mathématiques, très souvent mes collègues sont tenus par le programme et ils ne peuvent pas faire des choses un peu plus créatives, justement parce qu'il y a la pression du programme. Donc il y a ça, et je pense aussi c'est développer la notion de vivre ensemble en fait, en classe, faire en sorte qu'ils soient plus amenés à travailler ensemble, à coopérer, à travailler l'autonomie. Les deux compétences principales que les employeurs demandent quand on parcourt les demandes de recrutement, c'est l'autonomie et le savoir travailler en équipe. Et en fait, c'est des choses qu'on développe peu dans notre quotidien. Ouais, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant ce que vous dites. Parce que oui, on a parlé justement du côté très pratique, mais c'est une des grosses différences que j'ai pu remarquer, c'est le côté très autonome des élèves en Finlande et la relation qu'ils ont avec le professeur. Donc vous avez dit, il y a moins de gestion de classe aussi en Finlande qu'ici, mais je pense qu'il y a aussi une manière d'être en Finlande où les écoles, la manière d'apprendre ressemblait beaucoup à l'université. Et moi je trouve qu'il y a justement un énorme gap, un énorme trou entre le lycée, le collège public et l'université ensuite. On nous demande direct d'être plus autonome et d'arrêter d'être scolaire, alors que à l'école, il y a un côté très scolaire, les élèves sont cadrés, recadrés pour rentrer dans les clous. Et c'est vrai qu'il y a ce côté autonomie. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai l'impression que vous essayez de développer dans vos cours, parce que j'ai eu la chance de participer à plusieurs de vos cours. Et c'est vrai que c'est une des notions qui est assez importante, l'autonomie. Donc je voulais vous en profiter pour vous demander comment ça s'organise, comment est-ce que vous faites pour développer cela chez les élèves. Alors, dans mes cours, je fonctionne à 80% à peu près, selon la méthode de l'autonomie-coopération. C'est une méthode qui m'a été inspirée par Isabelle Peloux, qui était professeure des écoles dans une école alternative aux Amanins, donc l'école du Colibri, qui développe vraiment cet aspect, on travaille ensemble, on apprend à travailler seul, on coopère, et qui envisage vraiment les jeunes comme de futurs citoyens. Donc moi, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais intégrer cette méthode au collège, parce que elle, c'était quelque chose qu'elle avait mis en place en primaire. Et je me suis inspirée d'elle, je me suis inspirée aussi de Sophie Rabi, donc d'autres écoles alternatives, la ferme des enfants. Je me suis aussi inspirée de ce qu'a fait Céline Alvarez, donc là c'était plus avec des maternelles. J'ai un petit peu pioché à droite et à gauche différentes inspirations. Et donc, dans mon cours, les élèves, ils ont une fiche que j'appelle la fiche guideline avec toutes les activités de la séquence. Et en général, il y a 3 ou 2 parties par séquence. Et on va passer environ une semaine sur chaque séquence. Et pendant cette semaine, ils vont être amenés à faire tous les mêmes activités, mais pas dans le même ordre, de manière à faire tourner le matériel, à faire tourner les groupes. Donc, ils vont lire, ils vont être obligés de prendre un livre pendant 10 minutes, un livre qu'ils choisissent. Ils vont être amenés à faire des activités ludiques pour rebrasser du vocabulaire, avec le memory, avec le double, avec des activités d'interaction. Ils vont travailler sur un point de grammaire, un nouveau point de grammaire, du nouveau vocabulaire tout seul, et ensuite ils vont s'aider de fiches de correction pour corriger ce qu'ils ont à faire, et ils vont travailler les compétences de compréhension audio,
avec des lecteurs MP3, donc tout seuls. Et une fois qu'ils ont terminé, ils vont se mettre en groupe pour corriger. Et c'est la même chose pour la compréhension écrite. Ouais, voilà, ça, grosso modo, le fonctionnement. Et ça travaille du coup le vivre ensemble quand ils font du coup voilà. en groupe les compréhensions audio. Voilà. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est que toutes ces activités que vous venez de décrire, ils les font en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe d'élèves qui ira sur cette activité-là, l'autre fera ceci, un autre fera cela. Et vraiment, chacun sait ce qu'il a à faire. Et de eux-mêmes, ils vont se dire je vais aller faire cette activité-là parce que je ne l'ai pas encore faite. Une fois que je l'aurai fini, je pourrai aller par là. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et je trouve qu'ils travaillaient pas mal l'autonomie. Et depuis combien de temps faites-vous cela? Et surtout, j'avais une question, est-ce que, en faisant cette méthode, vous arrivez à concilier ce que demande l'éducation nationale en termes de programmes, acquis sur le socle commun? Est-ce que vous arrivez à concilier ça et les résultats que demande l'éducation nationale? Alors, comme je disais tout à l'heure, en langue, on n'a pas de programme très strict. Donc j'avais pas la pression du programme et pendant un certain temps, j'ai accepté en fait de perdre du temps et de faire en sorte que je ne sois pas efficace dans mes cours comme j'avais pu l'être auparavant pour mettre ces choses en place. En ce qui concerne le programme, en fait le contenu il est exactement le même que ce que je faisais d'habitude. Je suis le programme. Alors en langue on a plutôt des entrées culturelles que de se dire, on ne dit pas il faut que vous ayez tel point de grammaire, telle année. C'est beaucoup plus vaste et on fait ce qu'on appelle un enseignement en spirale, c'est-à-dire qu'on va voir certaines choses, par exemple en 6e, et ensuite on va les revoir en 5e, on va approfondir. Donc s'il y a des choses qu'on n'a pas vues cette année-là, on peut forcément se rattraper plus tard. Ouais. Donc de ce point de vue-là, je suis parfaitement dans les clous. Et puis on travaille par compétences, ce qui nous est déjà demandé d'un point de vue du cadre européen. Et pour le socle commun, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est pareil. Ok. Et est-ce que du coup vous êtes confronté à des limites? Quelles seraient les limites de votre enseignement que vous avez remarqué aujourd'hui? Là où je tâtonne, c'est de trouver un juste milieu entre donner de la liberté et poser un cadre, parce qu'il y a un cadre qui est exposé, je leur explique au début. Parce que si je les lâche comme ça dans la nature, c'est le gros bordel. Donc c'est d'être parfois dans la sanction quand ils ne respectent pas les règles de vivre ensemble, mais leur donner aussi des possibilités de prendre des initiatives, de faire des choix, chose qu'on leur donne très peu en fait au quotidien, savoir qu'est-ce que en ce moment j'ai envie de faire. J'ai du temps libre, est-ce que je préfère prendre un livre, est-ce que je préfère faire une activité de vocabulaire, est-ce que j'ai envie de prendre des initiatives. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vois ces personnalités émerger au fur et à mesure que je leur donne de l'espace. Je vois ce qu'ils ont envie. Donc je vais avoir par exemple des élèves qui, lorsqu'ils ont du temps libre, vont faire quelque chose de nouveau par rapport à ce que moi je leur propose. Par exemple en 6e, j'ai une élève qui me fait des petits résumés en anglais des films qu'elle a vus. Pour le moment c'est à l'écrit. C'était Spider-Man aujourd'hui. Voilà, il y a Spider-Man, il y a eu The Mask. Et grâce à ça, vu que quand on fait un récit d'un livre, on doit le faire au passé, et elle a pris une fiche de grammaire que j'utilise plus en 5e ou 4e, qui lui a permis de voir comment est-ce qu'on parlait d'événements au passé. Elle a fait sa fiche toute seule et ensuite elle a fait son petit récit au passé. Et donc justement, cette autonomie permet à l'élève de même prendre de l'avance sur le reste. Oui, alors il y a aussi des élèves pour qui c'est plus compliqué de s'organiser, de capacité à savoir ce que je vais faire, à savoir quels sont mes besoins. Ça met du temps à se mettre en place. Et donc ça, il faut aussi l'accepter. Il y en a pour qui ça va être un peu plus long, ça va prendre plusieurs semaines, mais au fur et à mesure qu'ils vont voir leurs camarades avancer, et il y en a même certains qui au début ne travaillent pas. Enfin, je ne peux pas être derrière tout le monde, mais forcément, il y en a certains qui ne sont pas du tout efficaces, qui sont complètement perdus. Et au fur et à mesure, la force du groupe en fait, la dynamique du groupe vont faire qu'ils vont faire. Alors pas forcément bien au début, mais ils vont faire et ensuite je vais les accompagner pour qu'ils fassent de mieux en mieux. D'accord. Et est-ce que cette méthode d'apprentissage, ce mode de fonctionnement, vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se démocratiser, surtout tout le système éducatif ou même d'autres cours?
Alors, cette méthode-là, mais d'autres aussi. Moi, en fait, je me suis inspirée de choses que j'ai vues à droite, à gauche, et j'ai fait en fonction de ma sensibilité. Ouais, c'est assez personnel comme voilà, de ce qui me correspond. Et en fait, en France, on a quand même une liberté pédagogique qui est assez importante. C'est à partir du moment où on suit le programme, on est plutôt libre. On est inspecté très rarement. Et en fait, ça nous laisse du temps pour, je dirais, tester des choses, pour créer et pour innover, parce que c'est une des compétences du professeur, en fait, se former et innover. Est-ce que ça peut se démocratiser? En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est regarder, en fait, ce qui se passe autour de soi. Il faut tester plusieurs fois. Ce qu'on m'a dit dans les écoles alternatives, c'est qu'il faut un petit peu insister, voir ce qui va pas. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine de voir les élèves évoluer, en fait, et de les découvrir. Moi, j'apprends à vraiment les connaître en leur donnant plus d'espace. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que cette notion d'école alternative, c'est quelque chose que j'avais eu vent. Mais ce qui m'intéressait beaucoup avec votre profil, c'est que vous faites ça, mais dans le public, quoi. Et en plus, en zone d'éducation prioritaire. Donc, c'est vraiment c'est des écoles que tout le monde va être amené à côtoyer. Donc, c'est ça qui m'intéressait pas mal. Et voir comment est-ce que vous arrivez à faire ça, c'était super intéressant. Au-delà du fait, bien sûr, de toutes les connaissances théoriques qu'il faut acquérir, ce qui est très bien fait avec le socle commun, à mon sens, mais il n'y a pas que ça. Donc ouais, merci beaucoup en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous faites là exactement? Là, on va faire un jeu avec un dé. C'est comme le jeu de loi. Et quand on fait un chiffre, si on tombe sur 3, on va dire en anglais la question. Donc, quelle est ta nationalité en anglais? Et si tu réussis, tu montres. Et si tu réussis, tu restes. Et si t'as pas réussi, t'avances. Tu recules de 2 cases. Et si tu parles en français, tu recules d'une case. D'accord. Et ce mode de fonctionnement là où tout le monde fait quelque chose de différent, c'est quelque chose que vous faites dans tous les cours ou c'est uniquement avec Mme Pomianek? C'est qu'avec Mme Pomianek. D'accord, et vous en pensez quoi de tout ça? Que c'est bien. Qu'elle nous fait confiance et qu'on peut travailler en autonomie. D'accord, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Et... Oui. Ok. Et vous aimez bien travailler comme ça? Oui, parce qu'au moins on peut s'organiser soi-même. On s'entraîne avec des mots de vocabulaire sur les ingrédients et on se pose des questions. On dit en français et l'autre personne doit dire en anglais. D'accord. Et c'est un cours qui est assez différent de ce que vous avez ou vous avez des cours comme ça un peu partout? C'est très différent parce qu'on nous laisse beaucoup plus de liberté et comme a dit Kauter, on est plus autonome et du coup on préfère travailler comme ça. Là je suis en train de faire la CO, la compréhension audio avec un MP3 et un casque et je dois, par rapport à ce qu'il y a dans le MP3, je dois le relier à la feuille et essayer de trouver les réponses. C'est surtout avec Mme Pomianek parce que dans les autres cours, on est plutôt assis sur notre feuille, sur notre chaise et on est en train de recopier ce que le prof dit au tableau. Et je préfère cette méthode parce qu'on est plus libre. Parce que tout est programmé dans les autres cours alors que là, chacun des groupes fait ce qu'il a sur sa feuille et c'est différent. Je préfère travailler comme dans les autres cours. Parce qu'ici on n'a pas trop de leçons, elle n'explique pas trop. Enfin, on est plus en autonomie. Toi, tu préfères qu'on te dise les choses à faire clairement, qu'on t'explique tout et comme ça tu peux mieux te structurer, c'est ça? Oui. D'accord, merci. Alors même s'il est encore trop tôt pour dire si cette méthode a un réel impact sur le niveau d'anglais des élèves, elle développe très clairement leur capacité à prendre des décisions de manière autonome et stimule leur curiosité. Des compétences qui sont aujourd'hui très recherchées dans le monde du travail. Mais comme l'a fait remarquer Sylvie, cette méthode peut être utilisée comme d'autres car le système français laisse beaucoup de liberté aux enseignants pour innover, même si le programme chargé des enseignements est parfois un frein à ces innovations. Il est donc tout à fait possible d'envisager de nouvelles méthodes d'enseignement plus adaptées aux nouvelles générations. Pour améliorer notre système éducatif, je suis convaincu qu'il faut intégrer au socle commun des connaissances et des compétences fondamentales sur notre société et sur le fonctionnement de notre monde professionnel. Des connaissances qui pourraient être directement greffées à la formation de la personne et du citoyen.
Je pense également qu'il faut pousser le principe d'élève-acteur au maximum et de s'inspirer du mode de fonctionnement finnois, mais aussi de notre enseignement supérieur, en plaçant chaque élève au cœur de son enseignement. En effet, une grosse partie de notre apprentissage en études supérieures se fait grâce à des projets associatifs que les étudiants mènent de bout en bout. Cela permet dans certains cas de faire vivre la vie associative de l'école, et dans mon cas de mener à bien un projet personnel. Dans mon école, cela est appelé le learning by doing, apprendre en faisant. Mais ce principe existe dans beaucoup d'universités et beaucoup d'écoles françaises. Et pourquoi pas ne pas intégrer cette vie associative de manière systématique au sein de nos collèges et lycées? Cela permettra aux élèves de gérer des projets qu'ils auront eux-mêmes imaginés et de mettre en pratique les enseignements qu'ils auront reçus. Voici mes idées. Si elles ne vous ont pas convaincu, j'espère qu'elles vous auront sensibilisé aux questions d'éducation qui sont au cœur des problématiques que rencontre notre système aujourd'hui. Voilà, mon voyage touche à sa fin et de ce fait ce film avec. Ce projet m'a appris tellement de choses. J'ai pu développer mes compétences en réalisation vidéo. J'ai amélioré de manière considérable mes compétences en anglais. Et je ne parle même pas des innombrables choses que j'ai apprises en Laponie. Me jeter comme ça dans l'inconnu m'a permis de me connaître moi-même et d'apprendre à gérer des situations que je ne pensais même pas être capable de gérer jusque-là. J'étais parti pour connaître quel était le meilleur système éducatif et savoir quelle était la meilleure façon d'apprendre. Aujourd'hui, je sais que le système parfait n'existe pas et qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre car le mécanisme d'apprentissage est un phénomène complexe et qui est propre à chaque individu. Néanmoins, il y a une manière qui selon moi restera universelle, c'est le fait d'apprendre par soi-même. C'est d'être curieux, c'est d'essayer, oser, demander. C'est Paulo Coelho qui disait qu'il n'y a qu'une seule façon d'apprendre et c'est par l'action. J'aimerais nuancer ses propos en disant que non, ce n'est pas la seule façon d'apprendre, mais c'est selon moi la meilleure. Actuellement en train de faire mon feu. Je crois qu'il est bien parti là. Et du coup, une fois que je l'ouvre, ça fait de la fumée. Donc il faut aérer et donc avoir du froid quand on aère. Donc me voilà, aussi à poil, à essayer de virer la fumée qui est faite à cause du feu. Et du coup, il y a du froid qui entre. Donc il faut que le feu marche. Bon, je suis presque arrivé. Dernière ligne droite avant la maison. Et on finit sur une musique de Star Wars. Ta 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 ta.